Bonjour à tous. Cette semaine à l'émission, on parle de pénurie de main-d'œuvre et de travailleurs immigrants en compagnie de nos invités qui sont des représentants du SWAT, le Service d'orientation intégration immigrante au travail. Bienvenue à Parlons-en. Donc, pour parler d'immigration cette semaine à l'émission, nous avons deux représentants du SWAT, S-O-I-T et non S-W-A-T. Et c'est pour le Service d'orientation intégration immigrante au travail. J'ai le plaisir de recevoir le directeur général, M. Jean-Luc Gélina. Bienvenue. Bonjour, Mme Francis. Ainsi que la coordonnatrice des services, Mme Fatna Chater, qui... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et Mme Chater, vous avez vécu un processus, vous avez réalisé la régionalisation de Montréal à Québec, un sujet dont on va s'entretenir aujourd'hui assurément. Mais avant tout, j'aimerais peut-être, M. Gélina, si vous pouviez nous expliquer qu'est-ce que le SWAT. C'est quoi l'organisme, sa mission? Donc, c'est un OBNL qui existe depuis plus de 32 ans. C'est un organisme qui aide les personnes immigrantes qui arrivent à Québec de comprendre le marché du travail, de voir comment ça fonctionne, quel travail ils peuvent faire, et on leur donne des méthodes pour les emmener à l'emploi dans une entreprise, faire l'arrimage le mieux possible entre la personne immigrante et l'entreprise pour laquelle ils vont travailler. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi quand ces gens-là arrivent, ils ont besoin d'être accueillis. C'est un peu le rôle du SWAT, en fait, là, de faire ces liens-là. Et Madame Chater, vous avez réalisé la régionalisation de Montréal à Québec. La réalisation en question, c'est que vous avez immigré à Montréal. Oui. Vous y avez vécu pendant un certain temps. Et la régionalisation dont on parle, c'est que vous avez éventuellement choisi, avec les membres de votre famille, de venir vous installer à Québec. Parlez-moi peut-être un peu de votre parcours, depuis quand vous êtes arrivé, combien de temps vous avez vécu à Montréal et comment là, tout ça s'est arrimé. En fait, depuis que je suis au Québec, ça fait 3 ans et 6 jours, exactement. Oh, wow! OK, le décompte, il est précis. Et même 5 jours. Je suis arrivée le 1er novembre 2015 à Montréal. Okay. Et je suis arrivée à Québec depuis le mois d'octobre 2017. Voilà, okay. Le 1er octobre 2017. Ça fait 1 an et 1 mois que je suis à Québec. Et vous aviez passé quand même vos 2 premières années du côté de Montréal. Oui, à Montréal. Donc, je suis arrivée comme travailleur qualifié avec mon mari et ma fille. Maintenant, elle a 10 ans, presque. Okay. Et nous sommes installés à Montréal. Ce n'était pas notre choix au départ. Notre choix, c'était l'Abitibi. Mais malheureusement, quand on est arrivé en 2015, en fait, ça rejoint le domaine d'emploi de mon mari, qu'en 2015, il y avait un déclin à l'Abitibi. Donc, on était un peu obligés de rester à Montréal. Donc, le premier choix ne s'avérait plus être viable pour vous. C'est pourquoi vous êtes installé à Montréal. Et finalement, au bout de 2 ans, vous avez décidé de venir vous installer à Québec. Les principales raisons du déménagement? C'est que depuis notre arrivée à Québec, mon mari il est resté au chômage pendant 1 an et demi. Et quand il a trouvé à Québec. Donc, lui, il est arrivé 6 mois avant nous parce que pour moi, pour quitter Montréal, quitter mon travail, faire encore une immigration, c'était beaucoup de choses. Donc, j'ai dit que peut-être ça ne va pas marcher pour lui et finalement, il va retourner à Montréal parce que j'ai commencé à avoir mon réseau de contacts. J'ai commencé à avoir une stabilité par rapport à mon emploi. Donc, lui, il est arrivé 6 mois avant et nous, après, on a suivi. Parce que ça comporte effectivement différents enjeux. Puis, j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus en détail, plus loin dans l'émission. Mais avant, j'aimerais qu'on... parce que là, vous aviez un choix de carrière ou une destination en fonction d'un milieu de travail. Pourquoi est-ce que ça a été directement Montréal ensuite, le second choix, quand le plan A venait de tomber à l'eau? Est-ce que Montréal est surexposé quand on parle d'immigration, quand on vient s'installer ici? Est-ce que c'est, semble-t-il, le premier choix? Bien, au niveau de Montréal, dans les statistiques, entre 75 et 80 des personnes immigrantes choisissent Montréal en arrivant. OK. Parce que pour beaucoup, ils vont retrouver soit de la famille ou des connaissances, et aussi, pour beaucoup, le fait qu'il y a une métropole, on va trouver de l'emploi dans la métropole et on ne trouvera pas dans les régions. C'est souvent la mentalité qui anime les personnes quand ils arrivent ici. Donc, ils vont choisir Montréal en premier.
OK. Puis là, on parle de 50 000 personnes peut-être par année qui immigrent au Québec. Actuellement, le chiffre, c'est 50 000 qui émigrent au Québec. On a un pourcentage chez des réfugiés, un pourcentage chez étudiants étrangers ou travailleurs temporaires. Et dans les résidents permanents, c'est environ 30 000 à 35 000 par année que nous recevons. Donc, la grande majorité, en fait, est du résident permanent. La grosse majorité, c'est résidents permanents, effectivement. Okay. Et les réfugiés deviennent des résidents permanents par la suite. Et comment on se situe au Québec là, par rapport aux autres grandes villes du monde ou aux autres grandes villes canadiennes par rapport à l'immigration? Est-ce qu'on est avant-gardiste? Est-ce qu'on a du retard? Je vous dirais qu'on n'a pas une moyenne pour gagner la Coupe Stanley, mettons. Non. Souvent, ce qu'on regarde, 50 000 personnes immigrantes. Si on regarde au niveau canadien, vous savez que c'est pas d'hier, l'immigration. Hein? Ça existe depuis le début de la colonisation. Mais exemple, il y a 2 ans, le Canada accueillait 210 000 personnes immigrantes pour le pays. Nous, on en avait 50 000, ce qui était en bas, si vous voulez, du pourcentage de la population du Québec par rapport au Canada. Il y a 2 ans, 210 000, on a égalé le record de 1910. OK. Ouais. Aujourd'hui, on augmente la cadence au niveau des personnes immigrantes au niveau canadien. On parle maintenant qu'on va approcher de 340 000 par année l'an prochain. C'est ce qui se parle. Nous, on restait à 50 000. Là, on parle de diminution. Mais si on regarde proportion gardée par rapport du Québec et du reste du Canada, on est sous la norme canadienne. OK. Puis, est-ce que, quand on parle de représentativité de la clientèle immigrante dans les grandes villes comme Montréal, encore une fois, à quoi ressemble le portrait actuellement? Est-ce que quand on débarque à Montréal, puis vous me disiez tout à l'heure, parce qu'on en discutait, quand vous êtes arrivé à Montréal, ça vous semblait quand même facile? Le choc culturel n'était pas si fort que ça? Non. Parce qu'il y a un multiculturalisme qui est très présent. C'est vrai, c'est multiculturel. Et tout de suite, on peut retrouver nos marques. Et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de centres communautaires qui sont dédiés aux personnes immigrantes. Donc, c'est parmi les choses qui facilitent aussi l'installation à Montréal. Qu'est-ce qui justifierait ça, selon vous? Est-ce que, on parle souvent là, de compétences qui sont peut-être pas reconnues? Ou c'est quoi les grands enjeux, en fait, pour que les deux se rejoignent? Écoutez bien, ça prend une ouverture d'esprit pour avoir, quand on accueille des personnes immigrantes. Quand Satna disait tantôt, je me sentais chez moi quand on arrivait à Montréal. Vous allez voir, à Montréal, il y a des communautés de tous les pays qui sont regroupées. Et d'ailleurs, ce qu'on vise, c'est une intégration globale et non pas par secteur fermé. Mais les Québécois, on ne peut pas dire qu'on est mieux, parce que je vois tous les snowbirds qui vont en Floride, puis ils se tiennent tous ensemble, avec leur façon de faire, leur mode de fonctionnement. Quand on parlait d'intégration réussie, c'est justement d'emmener les gens dans la communauté. C'est qu'il y avait un peu de peur, je vous dirais, aussi d'inconfort. Parce que souvent, vous savez, on parle beaucoup ici des courants X, Y, millénium. Donc, quand on embauche, de quel courant est-ce qu'il s'agit? L'immigrant n'est pas là-dedans. C'est pas une réalité nord-américaine. C'est qu'eux, de leur pays, n'ont pas ce modèle-là. Donc, c'est sûr qu'en entrevue, ça crée un inconfort, ça crée un peu de peur. C'est qu'on a de la difficulté à bien cibler les compétences essentielles. Et je vois, dans d'autres pays, ça a très bien fonctionné. Ils ont peut-être un peu plus d'expérience qu'on en avait. Maintenant, on doit être en mode rattrapage par rapport à ce modèle-là. Et si je vous demandais, peut-être, parce que vous en côtoyez, tu l'as peut-être vécu aussi, là, les principales craintes peut-être ressenties par les personnes immigrantes qui cherchent de l'emploi et peut-être des craintes aussi que des employeurs peuvent avoir, qui seraient peut-être un peu plus récurrentes, là. En fait, quand on arrive la première fois, on est en confiance parce qu'on est des travailleurs qualifiés. On était choisis par rapport au diplôme et du parcours professionnel. On arrive, on dit, OK, ça va être très facile de trouver du travail, on maîtrise la langue française, il n'y aurait pas de problème. Mais quand on arrive à la vraie réalité, d'ailleurs, on a pris quelques mois sabbatiques tranquilles parce qu'on était en confiance. Après, quand on a commencé à appliquer, ce n'était pas aussi facile qu'on l'attendait. Malgré un faible taux de chômage, malgré les opportunités, donc, ça peut être même facile. à notre niveau, il y a encore des obstacles à l'emploi. Donc, parmi les obstacles à l'emploi, en général, on parle du français, que les personnes ne maîtrisent pas la langue française. Mais même les personnes qui maîtrisent la langue française et l'anglais, par exemple, si on parle de la réalité de Montréal, parce que l'anglais,
Ça commence à être un obstacle au travail. Il y a beaucoup d'autres obstacles. Les diplômes, est-ce qu'ils sont reconnus ou pas? Est-ce que tout mon parcours professionnel, est-ce qu'il est reconnu ou pas? Et finalement, quand on commence à passer la première entrevue, c'était mon cas, moi j'étais responsable des ressources humaines, donc je faisais des entrevues déjà d'embauche aux candidats dans plusieurs domaines d'expertise. J'arrive à ma première entrevue et je savais à la 15e minute que je suis en train de rater mon entrevue parce que je ne parlais pas la langue de mon employeur. Il m'a demandé c'est quoi votre diplôme? J'étais en train de réfléchir. J'ai un master 2, administration, gestion des entreprises. Et la dame, elle me dit, mais c'est quoi un master 2? C'est là où j'ai commencé à traduire, alors que c'est du français, mais c'est un français québécois que je ne maîtrisais pas. Mais j'étais en confiance. En même temps, il y a toutes les leurs culturelles. Donc moi, ma façon d'oreiller sur les entrevues, c'est ramener beaucoup d'humour et tout ça. Et j'ai vu qu'à l'entrevue, la dame, elle ne réagissait pas du tout à mes blagues. OK. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la même langue, mais forcément, pas la même utilisation. C'est pas la même utilisation, c'est pas la même approche. En fait, j'étais en train de passer une entrevue française avec une personne québécoise et ça l'a pas réussi. Donc, quand je suis sortie, j'ai appelé mon mari pour lui dire j'ai raté mon entrevue alors que j'étais... Avant même d'avoir une réponse? Non, mais je le savais parce qu'il n'y avait pas d'interaction. En même temps, j'étais... Autant que responsable des ressources humaines, j'étais aussi conseillère en emploi à l'époque à Pôle emploi. On ne l'appelait pas Pôle emploi en France, on l'appelait l'ANPE. Donc, je préparais les gens à passer leur entrevue. Et je l'ai raté. Donc, vous imaginez la réalité des personnes qui n'ont pas le même parcours, c'est-à-dire des personnes qui sont des ingénieurs, qui ont beaucoup travaillé dans leur pays d'origine. Ils arrivent ici pour passer une entrevue, c'est pas... Eux, ils vont peut-être... Des fois, c'est justement l'utilisation de langage. Du langage. Est-ce que c'est un aspect sur lequel, dans le fond, on sensibilise ou on prépare les entreprises? Ouais. On prépare les entreprises en étant plus ouverts, c'est-à-dire que comme je disais souvent, arrêtez-vous plus sur le potentiel que ses compétences. Parce que des fois, ils ont de la misère, de la difficulté à faire la transition entre une compétence d'un pays et ici. Okay. Et aussi, c'est comme disait Fatna, les gens, des fois, sont mal préparés, ne connaissent pas la culture ici. C'est qu'il y a des écarts culturels. Vous savez, j'ai des personnes immigrantes qui arrivent de pays où est-ce qu'il y a une mentalité collectiviste. Elle n'est pas individualiste comme ici. Donc, les gens travaillent en fonction de ce que leur pays a décidé qu'ils allaient faire, ou leur milieu, ou leur village. Ils arrivent ici d'un marché libre où c'est lui qui doit se vendre. Ils ne sont pas habitués à ça. Non. J'en ai qui viennent de l'Europe où la compétence est par le diplôme. Tu as un diplôme, tu es compétent. Alors qu'ici, la compétence se démontre par l'expérience. C'est que les gens... Voyez-vous, il y a un écart culturel entre l'entreprise et les gens qui passent l'entrevue. Et c'est pour ça qu'on parle de discrimination, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent et ça crée souvent d'un inconfort et où on a de la misère à bien cibler parce que ce n'est pas des gens qui ont la même pensée, la même structure de pensée. C'est que ça demande beaucoup d'ouverture et d'attention par rapport à ces signaux-là qu'on n'a pas l'habitude de voir. OK. Et tout à l'heure, on l'a dit, plusieurs terminent à Montréal parce qu'on a l'impression qu'il y aura plus d'emplois, parce que c'est une grande ville, c'est une métropole, alors que dans la réalité, les régions ont beaucoup à offrir au niveau de l'emploi, au niveau de la qualité des emplois. Il y aurait une façon différente d'approcher ou de sensibiliser et les employeurs en région et les immigrants pour y aller. Première erreur, vous le disiez tout à l'heure, le mot « région ». Oui. Moi, je laisserai sur la partie statistique. Jean-Luc a ramené toutes les statistiques, mais je vais parler sur le fond du recrutement en région. Déjà, le mot région, le français, c'est les parties qui sont très éloignées des grandes villes. Par exemple, moi, je ne vois pas pourquoi la capitale nationale, elle est comme région, ou beaucoup d'autres villes qui sont considérées comme la région. Mais on va dire que c'est une appellation du milieu. Mais je ne pense pas que la problématique, c'est ne pas trouver les personnes immigrantes pour travailler dans les régions. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptation des ressources humaines à faire dans tout ce qui est recrutement. Je vais vous ramener à mon expérience personnelle. On s'est repréparé avec mon mari à comment passer les entrevues d'embauche à la québécoise, la culture québécoise, tout ça. On a fait beaucoup d'efforts. Lui, il s'est vu refuser beaucoup d'emplois dans son domaine d'expertise parce qu'il y avait la surqualification. Donc, les régions, ils refusaient des personnes parce qu'il y a
peut-être la surqualification, peut-être que c'est vrai, mais comment vous voulez, par exemple, savoir aujourd'hui, ou comment les ressources humaines ils peuvent être sûrs que même avec la surqualification qui peut sortir peut-être dans les tests d'évaluation et tout ça, c'est quoi le baromètre aujourd'hui? C'est quoi les indicateurs qui peuvent dire qu'il est surqualifié ou pas? D'un côté, on a les personnes immigrantes avec un grand diplôme, un parcours professionnel qui est très qualifiant, mais il ne se fait pas confiance de trouver dans son domaine, dans son niveau. Il est aujourd'hui conscient qu'il va prendre un niveau inférieur. Mais les entreprises, ils disent à niveau inférieur, il y a la surqualification. S'ils les prennent à son niveau, ben, il y a de l'arrimage à faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si on a un travail à faire, c'est vraiment à l'adaptation des ressources humaines dans leur pratique aujourd'hui. Est-ce qu'on va garder le recrutement comme il est? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Et aujourd'hui, je pense que... Quand il y a surqualification, c'est qu'à un moment donné, bon, mais qui prend la décision si on a accepté de se rencontrer que finalement, on n'ira pas ensemble pour des raisons de surqualification? Est-ce que c'est parce que les attentes salariales du candidat sont supérieures à ce qui est proposé par l'employeur ou simplement c'est le besoin de l'employeur qui est comme... Alors, pour les prétentions salariales, la majorité des immigrants, moi, je peux vous avancer un chiffre de 99 %. Et s'il y a des personnes qui vont trouver moins que ça, ils peuvent vous contacter, que la majorité, ils négocient pas le salaire. Pour la simple raison, ils savent que parmi les obstacles, tout à l'heure on a parlé des obstacles, c'est l'expérience québécoise. Nous sommes prêts à acheter notre première expérience québécoise. D'ailleurs, moi, je l'ai faite. J'ai travaillé pendant 3 mois et demi gratuitement, de 8h30 à 16h30. Donc, vous voyez, on paye aussi des cours, des certifications. On est à la bibliothèque. Les gens, je me rappelle, au mois de décembre, vous préparez les fêtes. Moi, j'étais en train de lire Les filles de Caleb et tout ce qu'on peut savoir sur les autochtones et tout ça, parce qu'on devrait savoir des choses pour mieux s'intégrer. Donc, l'effort, il doit être de part et d'autre. Okay. Les migrants, aujourd'hui, il est conscient qu'il a besoin d'une expérience québécoise. Moi, je vous promets, n'importe quel ingénieur, n'importe quel directeur, vous allez lui dire que c'est difficile de trouver dans votre domaine, je vous prends. À un niveau inférieur, il va vous dire que oui. Il est même capable de vous payer. Moi, j'étais prête à payer pour avoir à intégrer une entreprise, pour apprendre à travailler de la même façon qu'il travaille ici, parce que c'est vrai qu'il y a une petite adaptation à faire. Je dis petite, parce que si je dis potentiel, je vais le développer en travaillant avec un salaire. Okay. Si vous me permettez, c'est que les ressources humaines n'ont pas modifié leur approche. Exemple, ici, on a une multitude de cas. Quelqu'un se présente dans les entreprises pour l'embauche. Les critères, c'est long. Et le même individu où les compagnies disent on va réfléchir, 10 minutes après, il est embauché à Toronto. Une entrevue téléphonique de 10 minutes, il y avait les compétences, ils ont dit tu viens. Voyez-vous, ici, c'est après changer, par contre, dans les entreprises qui vont modifier leur façon de faire, mais il faut le généraliser. Mais est-ce que la crise de l'emploi qu'on vit présentement, puis un taux de chômage super bas, c'est pas favorable, justement, à l'amélioration de ces processus-là, ou ça ne deviendra pas nécessaire d'améliorer Oui, ça va devenir nécessaire, mais il va falloir en faire beaucoup plus. Parce qu'il y a une dévitalisation des régions actuellement au Québec qui va s'accentuer dans les 10 prochaines années. Donc, je vous l'ai dit tantôt, on ne commande pas des personnes immigrantes comme si on commande des kiwis ou des oranges. C'est les modes d'attraction, les modes de fonctionnement avec le milieu, les modes de fonctionnement avec les entreprises du milieu. Comme Fatna disait, c'est une famille qui déménage majoritairement. Ben oui. Si un a de l'emploi, l'autre ne l'a pas, on va chercher à quitter. On va aller ailleurs. Et c'est pour ça que le portrait change. Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est nos modes d'attraction et nos programmes qui, depuis le temps, n'ont pas été modifiés, ne tiennent plus compte de cette réalité-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être plus attractif dans les régions, justement, pour les travailleurs immigrants? Moi, je vais vous dire, c'est pas d'attendre. La mentalité actuellement, c'est de dire tout est sur Internet. Chercher l'information, c'est là, c'est magique. Et il faut être beaucoup plus proactif. Aller les chercher de leur pays, commencer à regarder pour les intégrer le plus rapidement en région, le plus rapidement en emploi, d'avoir ce que j'appelle un vase communicant pour répondre à l'ensemble des services. Actuellement, les services sont tous fragmentés et il n'y a pas de lien. Okay. Et l'immigrant s'y perd.
Tu sais, tantôt, quand vous dites, bien, c'est surprenant que Québec, une région, que... Oui, parce que le monde ne passeront pas des heures à lire. Ils cherchent des emplois, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils s'intègrent. Donc, il faut faciliter le besoin d'information au moment où il se présente. Puis rendre les emplois plus accessibles. Là, je ne sais plus, tantôt, vous donniez un exemple là, où on avait de la difficulté à remplir, en fait, les postes qu'on avait à donner et que l'entreprise avait fini par afficher les postes en 16 langues différentes. Ce qui avait eu comme effet de remplir les... À Ottawa, voyez-vous, Ottawa, depuis 2006, qui ont mis comme priorité l'attraction de personnes immigrantes parce qu'il était en baisse démographique, des problématiques de main-d'œuvre, des fermetures d'usines. Aujourd'hui, au moment où on se parle, 25 de la population est immigrante. Et ils ont donné l'accès dans la communauté, dans les villes, où est-ce qu'on était en 16 langues, on pouvait appliquer pour la ville d'Ottawa. Ils ont mis beaucoup de processus d'intégration. Même, les gens pouvaient participer à des comités politiques pour regarder comment la vie politique se fait, la vie sociale se fait. Pour favoriser, dans le fond, encore plus l'implication et l'intégration des personnes. OK. Est-ce qu'il n'y a pas... on en parlait récemment par rapport au commerce local. Ces entreprises-là, elles aussi, font face à des enjeux de main-d'œuvre. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'employés. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je peux, par exemple, téléphoner au SWAT puis dire, expliquer ma situation et être aidé pour aller chercher des travailleurs? Actuellement, le SWAT, c'est au niveau des personnes immigrantes qui résident dans la capitale nationale. Effectivement, mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui offrent leurs services pour aller chercher ce qu'on appelle des travailleurs temporaires à l'étranger pour répondre aux besoins de main-d'œuvre ici. Vous savez, dans la capitale nationale, 16 000 emplois non comblés présentement. C'est énorme. Hein? Et ça n'ira pas en amélioration parce qu'il y a une baisse d'étudiants. C'est que les régions sont à risque. Il y a des régions qui sont encore plus en phase critique que la capitale nationale, qui est quand même pas si mal au niveau des changements qui ont arrivé. Donc, quel levier qu'on va avoir? Ce qu'on appelle le travailleur temporaire qu'on va chercher à l'étranger est une des possibilités, mais il y en a d'autres. Parce qu'actuellement, on en a des gens qui sont chez nous, qui sont ici, peut-être pour la majorité à Montréal, mais qui sont à la recherche d'emploi et qui sont peut-être prêts à faire l'expérience comme vous l'avez fait. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi et ta famille? En fait, l'immigration, quand on est en famille, c'est difficile parce que c'est vrai qu'au début, c'est le choix d'une personne, mais après, c'est toute la famille qui va suivre. Et la boucle qu'on oublie souvent, on n'en parle pas, c'est les enfants. D'ailleurs, même quand on a parlé que parmi les problématiques de l'immigration, c'est la francisation, c'est le français qui va être en déclin, alors que nous, on ramène des enfants et ces enfants-là, ils sont obligatoirement dans les écoles françaises. Donc, ils vont ramener du français, ils vont encore pour la vitalité de la langue française. Donc, il y a ça. Quand on a immigré ensemble, en fait, il y a l'adaptation pour tous les membres de la famille. Donc, il y a une adaptation à avoir des amis, adaptation à avoir de l'emploi dans nos domaines d'expertise, dans nos niveaux. Il y a beaucoup de choses. En plus, on a toujours cette crainte de ne pas être intégré. L'attraction, ce n'est pas que le salaire, et des fois, c'est vraiment pas le salaire. Nous, on a quitté de très grands salaires pour une autre qualité de vie d'ici à Québec et au Québec. Je pense que la majorité des personnes, ils cherchent une qualité de vie. La mobilisation qui doit se faire aujourd'hui, c'est toute la communauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que la ville, le village doit faire pour faire de l'attraction des personnes immigrantes? Qu'est-ce que la ville aujourd'hui peut m'offrir, moi, en tant qu'immigrante? Mais avant d'être immigrante, je suis travailleuse qualifiée. J'ai beaucoup de compétences. C'est comme toutes les autres personnes. Parce que oui, je suis un travailleur, mais je suis un membre de la communauté aussi. En dehors de mes heures de travail, je m'implique dans un milieu où je vis. Ben oui. Nous, les immigrants, c'est comme les Québécois. On paye nos impôts et on peut profiter du système quand vous allez trouver des personnes qui peuvent profiter, pareil, dans les deux camps. Mais il y a beaucoup de travail à faire au sein de la collectivité. Et aux employeurs, ils sont très ouverts aujourd'hui à l'immigration, mais il faut qu'ils réadaptent leur façon de recruter. C'est tout ce que je peux dire, peut-être. Est-ce qu'on pourrait peut-être les suggérer justement aux employeurs qui sont en recherche de communiquer avec... Bien là, il y a le SWAT, mais il y a d'autres organisations aussi là, avec qui vous pouvez travailler et qui contribuent ensemble à faciliter les transitions. Mais notre particularité au SWAT, c'est que nous, on travaille avec les personnes immigrantes, mais avec les employeurs. Nous, on intervient dans la formation et la sensibilisation à la diversité. On est sollicité dans les régions, à Montréal, pour parler justement de ça. Et ça ramène du positif. C'est ça, en fait. L'organigramme, voilà, les employés. c'est-à-dire, c'est tout le...
L'intégration se fait à partir du terrain et des gens. Elle ne vient pas de la tête dirigeante. C'est que plus on est capable d'être favorable, plus on est capable de s'accueillir, de se comprendre. Moi, je dis toujours, rechercher ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Et souvent, on a tendance à regarder ce qui nous divise, mais il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent. Évidemment. En terminant, ce serait quoi le grand enjeu? Sur quoi on devrait tous discuter ou se concentrer pour éventuellement voir les gens quitter Montréal pour s'en venir un peu plus dans nos régions? Moi, je vous dirais que les régions, c'est rendu un incontournable. Ça va prendre maintenant des immigrants pour aider la vitalité des régions. Il faut changer nos politiques, harmoniser les politiques provinciales, municipales et régionales, et en même temps faciliter la discussion pour une intégration réussie dans le milieu. C'est en ramenant des gens dans les municipalités, dans les régions aussi, qu'on va finir par contrer peut-être la dévitalisation de certains milieux. Oui. Là, on a des belles régions. Elle va peut-être changer de couleur, mais elle va s'harmoniser, va être encore plus belle. Mais il va falloir éventuellement que vous organisiez des tournées de toutes ces régions-là parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de constater l'état d'un milieu pour en avoir une idée plus précise. Ça a été votre cas notamment avec la Ville de Québec. Exact. Fatna, Jean-Luc, merci beaucoup. Merci bien. Ça a été très plaisant. J'espère que vous avez apprécié votre passage. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez voir et revoir à profusion sur la chaîne YouTube de CCAP, ccap.tv. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, je vous dirige vers le site Internet du SWAT, qui est le SOIT.Québec. Québec. Merci beaucoup également à Lynn Vallée, l'artiste peintre qui nous a fourni cette toile. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Parlons-en.